Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Vous connaissez tous probablement le commando Kiefer, ces dizaines de soldats français ayant débarqué en Normandie le 6 juin 1944, les seuls Français sur les plages. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que de nombreux navires français, et donc des marins français, ont également participé à cette immense opération. Parmi eux, 2 navires en particulier, les croiseurs Montcalm et Georges Laigle. Ceci est leur histoire du débarquement. Novembre 1942. Après le débarquement allié en Afrique du Nord et de brefs combats au Maroc et en Algérie, les autorités militaires vichistes d'Afrique du Nord, sous la direction de l'amiral Darlan, ancien Premier ministre de Pétain, rallient les Alliés dans le cadre de l'accord Clark-Darlan. Les navires de la marine française, positionnés en Afrique, se battront désormais aux côtés des Alliés. Fin janvier 1943, se tient la conférence de Casablanca, au cours de laquelle les Alliés planifient la suite des opérations en Europe et en Asie. Au cours de cette conférence, le président américain Roosevelt accepte de réarmer en partie les armées françaises et notamment de moderniser certains navires présents dans les colonies françaises d'Afrique. Parmi ceux-ci, entre autres, le fameux cuirassé Richelieu, les croiseurs Montcalm et Georges Laigle, qui végètent à Dakar depuis l'été 1940. Conçus dans les années 30, ces navires arrivent aux États-Unis pour y être modernisés et réparés dans les chantiers navals de New York et de Philadelphie, afin de reprendre enfin le combat contre l'Allemagne nazie et libérer ainsi la France occupée. Following her arrival in the United States waters, the mighty French battleship Richelieu proceeds to an American Navy yard for refitting and repair. Le Richelieu et le Montcalm sont les premiers à arriver dans les chantiers américains dès février 1943. At another American port, the cruiser Montcalm puts in for repairs and supplies. In New York City, French sailors are introduced to free American... Les Français sont accueillis avec enthousiasme par les foules américaines et les marins sont ravis de quitter enfin la torpeur de Dakar. French Blue Jackets and Marines, escorted by units of British and Americans, giving the big city the war's first view of America's traditional allies. Along the line of march, shouts of Vive la France tell these Frenchmen that the United Nations are with them in their fight for liberty. Mais si l'accueil américain est chaleureux, les tensions sont fortes entre les gaullistes de la première heure et les nouveaux ralliés. En effet, si le Montcalm s'est particulièrement illustré lors des opérations franco-britanniques de Norvège en avril 1940, il s'est aussi illustré avec le Georges Laigle et le Richelieu au service de Vichy contre la tentative de débarquement anglo-gaulliste à Dakar en septembre 1940. Les travaux prévus sur les navires ont déjà été planifiés essentiellement par les Américains lors d'une inspection à Dakar. Si les Français sont consultés, ils sont loin d'être décisionnaires. Au chantier de Philadelphie, le Montcalm puis le Georges Laigle sont rénovés et reçoivent des équipements plus modernes. Le Montcalm et le Georges Laigle sont des croiseurs légers de type La Galissonnière de 7600 tonnes créés au début des années 30. Équipés de 3 tourelles triples
de 152 mm, de 4 tourelles bitubes de 90 mm, de tubes lance-torpilles et d'un hydravion de reconnaissance. Leur vitesse maximale aux essais est de 36 nœuds environ. Aux États-Unis, les hydravions, les grues et catapultes sont débarqués. Le Montcalm reçoit des radars de navigation et de veille aérienne, ainsi que de nombreux canons anti-aériens, notamment les fameux Beaufort 40 mm bitubes et 16 canons de 20 mm au Oerlikon. En effet, à l'instar du Richelieu et du reste de la marine française d'avant-guerre, les navires français manquent cruellement de protection contre les attaques aériennes. Mais si le Montcalm puis le Georges sont largement modernisés par rapport à 1940, ils ne reçoivent toutefois pas de radars de tir, ces fameux radars ultra précis modernes qui équipent les navires américains et britanniques aux grandes dames des autorités françaises. Après ces travaux, le Montcalm puis le Georges Legge reprennent le combat, car pendant ce temps, les Alliés progressent. Après avoir vaincu les troupes allemandes en Afrique du Nord, ils ont débarqué en Sicile puis en Italie. Le Montcalm retourne alors en Méditerranée pour participer à la libération de la Corse en septembre-octobre 1943 et le Georges Legge, qui quitte les chantiers américains ce même mois d'octobre, participe à des patrouilles en Atlantique. Avec la progression alliée en Italie et soviétique en Europe de l'Est, l'étau sur l'Allemagne nazie se resserre. Et alors que de nombreux navires français appuient la progression des troupes alliées en Italie, le Montcalm et le Georges Legge reçoivent finalement l'ordre de rallier l'Écosse en avril 1944. En effet, avec plusieurs autres navires français, ils sont désignés pour participer à la plus grande opération navale de l'histoire, le grand débarquement allié sur le sol français, attendu depuis près de 4 ans, débarquement auquel l'Allemagne se prépare également. « 15 mars 1942, Hitler publie sa directive de guerre numéro 40, qui ordonne toute une série de mesures afin de renforcer les côtes des pays occupés ou annexés. Si toute la côte ouest depuis la Norvège jusqu'à la frontière espagnole est concernée, Hitler demande que l'effort principal soit porté sur les côtes du nord de la France et sur les côtes belges. En décembre 1943, face à la pression alliée en Italie et soviétique en Europe de l'Est, Hitler ordonne au maréchal Rommel une mission d'inspection des défenses côtières. Si les défenses protégeant les ports sont jugées correctes, les plages restent, elles, trop accessibles, avec des points fortifiés pas assez nombreux et trop vulnérables. Rommel ordonne alors le renforcement des défenses. Sous sa direction, sont construites des fortifications le long des plages et dans l'intérieur des terres. Ces fortifications sont destinées à abriter des mitrailleuses et de l'artillerie. Des champs de mines, des obstacles anti-chars sont posés sur les plages, ainsi que des obstacles sous-marins jusqu'à la limite de marée. Ces obstacles doivent entraver le débarquement des péniches et permettre de faire feu sur les soldats à peine débarqués. Parmi ces batteries, on citera tout particulièrement la batterie de Longues-sur-Mer. Elle est typique des batteries de défense côtières allemandes et comprend 4 casemates en béton armé de 2 mètres d'épaisseur. Ces casemates, installées 300 mètres en arrière du haut de la falaise, abritent des pièces d'artillerie de marine de 150 mm. Un poste de direction de tir ultramoderne, situé en avant des casemates, fournissait automatiquement les coordonnées de tir au canon. Ces casemates disposaient d'une protection antiaérienne avec des canons de 20 mm et une garnison de 180 soldats pour la protection terrestre. La batterie de Longues-sur-Mer se situait pratiquement à la limite des secteurs de débarquement américains à l'ouest et anglo-canadiens à l'est. La portée des 4 canons permettait de prendre sous ses feux les plages d'Omaha et Gold, ainsi que les bâtiments au large. En mai 1944, ce sont ainsi près de 13 000 ouvrages qui sont construits sur le littoral afin de repousser le débarquement allié. Néanmoins, il n'y a pas d'unité dans le commandement allemand entre le maréchal Rommel, responsable de la défense côtière, et le maréchal von Rundstedt, commandant en chef des armées allemandes de l'Ouest. Le premier souhaite que les divisions de Panzer soient positionnées au plus près des côtes, quand le second préconise une défense mobile et donc des Panzers plus en retrait. Entre ces deux maréchaux, Hitler ne tranche pas.
3 divisions furent positionnées près des côtes, le reste du dispositif dans les terres. Le débarquement en Normandie est la plus grande opération navale de l'histoire, impliquant près de 5000 navires et bateaux de tout type, de 8 nationalités différentes. Ces navires et bateaux, incluant 4000 péniches et engins de débarquement, doivent débarquer 75 000 soldats britanniques et canadiens et 57 000 soldats américains, ainsi que les célèbres commandos Kiefer, mais aussi des soldats polonais, norvégiens et même grecs. Pour mener la plus grande opération navale de l'histoire, les Alliés font appel à un amiral britannique, l'expérimenté Bertram Ramsay. Après avoir évacué avec succès le corps expéditionnaire britannique de Dunkerque en mai-juin 1940, Ramsay a participé à la direction du débarquement allié en Afrique du Nord en novembre 1942, puis a élaboré avec succès les débarquements en Sicile et en Italie de 1943. Secondé par les contre-amiraux américains Kirk et britanniques Vian, Ramsay est donc désigné chef de la partie navale de cette incroyable opération navale, mais aussi et surtout logistique. En effet, depuis 2 ans, les Alliés doivent sans cesse arbitrer la planification des opérations en fonction des ressources disponibles en navires et en engins de débarquement. Progression dans le Pacifique contre les Japonais, débarquement en Afrique, acheminement des soldats américains vers la Grande-Bretagne en vue du grand débarquement, ravitaillement vital vers l'URSS. Toutes ces immenses opérations simultanées mobilisent des milliers de cargos nécessitant des navires d'escorte, tandis que les sous-marins allemands restent efficaces en Atlantique jusqu'à la fin de l'année 1943. Et si les débarquements en Afrique du Nord, puis en Italie, n'avaient nécessité que quelques centaines de péniches et engins de débarquement, celui de Normandie en nécessiterait des milliers, causant bien des problèmes de production et d'allocation de ressources. Pour mener à bien le débarquement, les convois de ravitaillement à destination de l'URSS sont suspendus et ses moyens réaffectés à l'ouverture du second front réclamé à corps et à cri par Staline depuis 3 ans. Si plus d'1 million de soldats sont en attente en Grande-Bretagne, la première vague du débarquement comprend 132 000 hommes. Pour les acheminer, Ramsay et les planificateurs prévoient plusieurs points d'embarquement, en Irlande du Nord, en Angleterre et au Pays de Galles. Ces convois doivent converger vers la Manche, puis se diriger vers la Normandie de façon autonome, selon des routes et des points fixés à l'avance. De chaque côté de la Manche, des escadres doivent patrouiller pour empêcher l'incursion de sous-marins ou de navires de surface allemands. Chaque escadre comporte au moins un cuirassé, plusieurs croiseurs et des destroyers destinés à escorter les convois, mais également à se positionner au plus près des plages afin de bombarder les positions allemandes et soutenir les soldats sur les plages. À l'avant de cet impressionnant dispositif, environ 250 dragueurs de mines doivent éclairer le passage à travers la Manche. Une fois devant les côtes de Normandie, les bâtiments d'appui-feu, dont les croiseurs Montcalm et Georges Laigle, doivent jeter l'ancre de part et d'autre d'un chenal de débarquement.
Derrière eux, les transports de troupes. Au milieu, les péniches doivent naviguer entre les transports de troupes et les plages, protégés de chaque côté par les navires d'appui-feu, dont nos 2 croiseurs français en limite de la zone britannique. Vous avez peut-être noté que contrairement à de nombreuses cartes que vous pouvez souvent voir dans les livres, je n'ai pas mis la fameuse zone circulaire surnommée Piccadilly Circus. En effet, on lit souvent que les différentes escadres constituées à l'avance et comportant des centaines de navires sous commandements différents, sous responsabilité américaine ou britannique, se sont remélangés dans une minuscule zone circulaire au sud de l'Angleterre avant de repartir en flotte constituée dans leurs chenaux préassignés. C'est évidemment un non-sens logique, tactique et nautique. En réalité, cette fameuse zone fut draguée le 5 juin. Des bouées furent installées le 6, alors que le débarquement était déjà en cours. La zone Z était en fait destinée au jour suivant le débarquement pour guider les centaines de navires qui devraient débarquer le million d'hommes suivants vers la France après l'opération Overlord. Mais jamais les navires du 6 juin ne l'utilisèrent. 26 mai 1944. Parti quelques jours plus tôt de la base britannique de Scapa Flow, le George Legge, commandé par le capitaine de vaisseau Lorrain, et le Montcalm, sous le commandement du capitaine de vaisseau Depré, arrivent à Belfast, en Irlande du Nord, sous le commandement de l'amiral Jojard. Devant eux, les cuirassés américains Arkansas et Texas, le croiseur britannique HMS Glasgow et une douzaine de destroyers. Ensemble, ils constitueront la force O, c'est-à-dire les navires chargés de l'appui-feu aux troupes débarquant sur Omaha Beach. Selon le renseignement allié, Omaha est défendu par une unité allemande assez faible, composée de soldats d'Europe de l'Est au moral défaillant. Ils ignorent cependant que des vétérans allemands de la 352e division sont également présents. 28 mai. Après la dernière mise au point des matériels et quelques exercices de mise en situation, les équipages de la force O se réunissent sur la plage arrière du navire amiral, l'USS Texas, pour une dernière messe. L'assistance est nombreuse et l'amiral Kirk, commandant en chef des armées navales américaines d'Overlord, a un mot spécial pour les marins français. Comme Américain, il y a une fierté particulière en sachant les Français à nos côtés. Je suis fier de vous avoir avec nous. À vous tous, marins français, bonne chasse, bonne chance. Lors du dernier briefing, l'amiral Bryant décrit la totalité de l'opération. Si jusque-là, Lorrain et Depré, les commandants des croiseurs français, n'avaient qu'une vue partielle de l'opération, ils en saisissent désormais toute l'ampleur. L'amiral américain souligne les difficultés de navigation, notamment le fort courant traversier qui va gêner les dragueurs de mines et les péniches de débarquement. Quant à la date précise du jour J, le D-Day, elle ne figure sur aucun document. L'amiral Bryant ne voulut pas l'énoncer à haute voix. Il prit cependant une feuille de papier, écrivit « June 5 » le 5 juin, la montra aux assistants et la brûla. 31 mai. Les navires sont au mouillage. Toutes les communications avec la Terre sont coupées et les sacs plombés sont ouverts. Dernier briefing, dernier préparatif. Samedi 3 juin, 2h du matin. La force O apparaît vers le sud de l'Angleterre pour l'invasion finale. À 14 nœuds, la Task Force dépasse des dizaines de convois qui partent de tous les ports de Grande-Bretagne. Les centaines de navires s'imbriquent sans incident. Dimanche 4 juin, le George Legge et le Montcalm longent la côte sud anglaise, vers l'est. Le vent fraîchit et atteint 35 nœuds. La mer grossit. Le temps est mauvais. Si les croiseurs encaissent sans problème, ces conditions sont impossibles pour les embarcations et engins de débarquement. Un message tombe laconique, repoussé de 24 heures. Les navires de guerre font route inverse pendant 12 heures et les cargos ralentissent. Vers 17 heures,
le temps se gâte encore, avec des rafales allant jusqu'à 50 nœuds, et la houle continue de grossir. La consternation est générale, car après le 8 juin, les marées ne sont plus favorables et il faudra attendre le 23 juin. Beaucoup s'inquiètent également de perdre l'effet de surprise avec autant de navires sur la mer. « 21h, le vent mollit franchement, le ciel se dégage et le baromètre, qui n'avait jamais été autant consulté, remonte. L'espoir renaît. Lundi 5 juin. Il y a encore de la houle, mais le temps reste favorable. Le jour J est confirmé, c'est demain, 6 juin 1944, à 6h30. La nuit n'est pas encore tombée, et de tous les côtés, la mer se remplit de navires de guerre et des milliers de péniches ballottées par la houle. À l'intérieur, soldats, camions, engins serrés les uns contre les autres. La nuit tombée, la force O emprunte un chenal dragué, marqué par des bouées lumineuses. 6 juin, 4h30. En passerelle du Montcalm, le chef de quart aperçoit enfin le trait de côte. C'est la France. La France qui s'apprête à bombarder pour lui redonner sa liberté. Le branle-bas est sonné et des casse-croûtes sont distribués. Chaque navire mouille à son poste attribué. 7200 mètres de la côte pour le Montcalm, 8000 pour le Georges Legge. Si les marins sont étonnés de ne voir aucune réaction allemande, des fusées éclairantes donnent finalement l'alerte et quelques batteries côtières ouvrent le feu. À 5h35, la batterie de Longues-sur-Mer ouvre le feu sur les navires de la force O. Le Georges Legge est encadré. Les deux croiseurs français et l'USS Arkansas répliquent et font taire la batterie allemande. « 5h50, c'est le moment. Le bombardement naval commence. Chaque navire fait feu sur les cibles prédésignées. Le Georges et le Montcalm tirent chacun 300 obus de 152 mm, tandis que les soldats descendent dans les barges et la mer se constelle de centaines de péniches se dirigeant vers la côte. L'invasion commence. À 6h27, les canons principaux se taisent, laissant les navires plus petits, plus proches des côtes, prendre le relais. À 6h35, les premières barges touchent les plages, mais beaucoup se sont retrouvés déportés vers l'est à cause du courant traversier sous-estimé. La houle, puis les obstacles gênent les manœuvres, et les soldats américains se retrouvent sous un feu intense. Beaucoup de véhicules d'appui ont coulé avec la houle et des barges ont chaviré. Les allers-retours de barges se succèdent, mais l'état de la mer retarde les rotations et le timing n'est pas respecté. La plage est recouverte de fumée et de brume. La visibilité est très mauvaise et la contre-attaque allemande est vigoureuse. Depuis les navires français, les veilleurs observent la plage avec anxiété. C'est un véritable chaos, enchevêtrement d'épaves et de matériel débarqué au mauvais endroit, les hommes recroquevillés ou allongés, pris sous un déluge de fer et de feu. Les premières vagues n'ont pas progressé et les renforts s'entassent sur la plage.
Sur le George Legge, comme sur les autres navires, on entend les appels de détresse des soldats par la radio. C'est l'enfer ici. Face à cette situation, les navires de la Force O reçoivent enfin l'autorisation de tirer à volonté sur n'importe quel objectif. Le Montcalm appareille du mouillage et se rapproche au plus près des plages, faisant feu de ses tourelles de 90 mm, enchaînant les coups au but, tandis que les chasseurs britanniques Typhoon et autres bombardiers américains pilonnent les renforts allemands dans les terres. La mer et le ciel sont aux mains des Alliés, mais la coordination entre les observateurs et les tireurs est difficile. La situation à Omaha est catastrophique. L'amiral Bryant affirme que 50% des effectifs de la première vague sont hors de combat. Le général Bradley songe même à rembarquer les soldats et les envoyer sur Utah Beach. À 11h15, le George Legge, dont l'avion d'observation américain a été abattu, pilonne des renforts allemands et les repousse. Plus proche encore des côtes, les destroyers et frégates détruisent les nids de mitrailleuses. Le torpilleur français La Combattante est tellement proche de la plage qu'il s'échoue quelques instants sur un banc de sable avant de se dégager. Alors que des barges évacuent de nombreux blessés graves vers les navires hôpitaux à l'arrière, de meilleures nouvelles filtrent des autres plages, optimistes. Finalement, en fin de matinée, l'appui naval et la progression britannique plus à l'est permettent de rétablir la situation sur Omaha. En début d'après-midi, certaines portions de la plage restent sous le feu ennemi, mais la Force O écrase les renforts allemands et le Montcalm détruit les dernières casemates et bunkers allemands sur Port-en-Bessin. La batterie de Long tire de nouveau sur Omaha Beach. Le George Legge réplique, malgré les demandes britanniques de cesser le tir, Long étant en secteur de tir anglais. Alors que le soir arrive, les nouvelles des autres plages filtrent à bord des croiseurs français, réconfortantes, optimistes. Sur Omaha, les Américains parviennent finalement à prendre pied sur les hauteurs au prix de milliers de morts pour cette seule plage, pour cette seule journée. « 7 juin. Les combats ont cessé sur les plages. Le dispositif naval s'est rapproché de la terre et le temps s'est amélioré. Troupes et matériels débarquent toujours plus nombreux. Les navires tirent moins souvent et plus profondément dans les terres. « 13 juin. Après avoir envoyé des marins à Port-en-Bessin pour le contact avec la population française, l'opération Overlord est terminée pour les croiseurs français, les objectifs atteints. Pour les Alliés, la libération de la France commence. Bientôt, la 2e DB du maréchal Leclerc débarquera. Ce sera la dernière marche vers l'Allemagne, vers la victoire finale. Les navires français mettent le cap sur l'Angleterre pour de futurs déploiements, notamment en Méditerranée et le débarquement de Provence, auquel le Montcalm et le George Legge participèrent en août 1944. Ils laissent derrière eux les plages de Normandie, sur lesquelles plus de 10 000 soldats alliés ont sacrifié leur vie pour la victoire et pour la liberté.